Bonsoir. Imaginez un jeu très bien et on en fait un deuxième jeu. Maintenant, imaginez un deuxième jeu excellent et on en fait un troisième jeu. Maintenant, imaginez que le troisième jeu soit bizarre. Et bah ça, c'est Little Nightmares, une franchise que j'adorais, sur laquelle je voulais faire une vidéo avant de me rappeler que le troisième opus existait. Et maintenant que j'y ai joué, j'adore toujours Little Nightmares, mais c'est compliqué. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur les 3 jeux de la franchise, qui mériteraient chacun une vidéo dédiée, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la maquette, le bébé, le projet de base sans trop de prétention, le prime, l'apogée, l'aboutissement, et le sbeul s'enchaîner en, je l'espère, moins d'1 heure parce que putain. Et si vous vous dites, ouais, on a qu'à acheter les jeux nous-mêmes au lieu d'écouter un connard en parler pendant 1 heure en faisant semblant de les découvrir en même temps que nous, je suis absolument d'accord. Le premier jeu de la franchise, c'est Little Nightmares 1, sorti le 28 avril 2017. Et c'est le premier jeu, avant le 2 et le 3, qui sont respectivement le deuxième et troisième jeu. C'est un jeu très court, mais qui ne laisse pas indifférent. Et ce, pour une raison très simple, ça ne casse pas 3 pattes à un connard. Un enfant, dans un monde d'adultes bien trop grand pour lui, parsemé des pires imageries possibles. Pas de blabla, pas de lettres à lire, pas de morale à la con, seulement les vrais bails. Et puisque pour une fois sur cette chaîne, je joue à des jeux vraiment bien foutus et développés par un vrai studio talentueux avec une vraie vision, je vous propose déjà de ne pas raconter l'histoire derrière la création des jeux, puisque vous ne pourrez pas vous identifier au mec qui a fait le jeu seul dans sa chambre en vous disant... Et aussi, pour me faciliter énormément la tâche niveau structure et vraiment plonger au mieux dans l'univers des jeux et voir à quel moment ça a foiré, je vous propose de suivre les différents chapitres qui les composent. Il y en a à peu près 5 par jeu qui ont chacun leur monstre, leur ambiance, leur thème, et c'est parfait parce que comme ça on suit l'évolution du jeu, on classe les meilleures parties, on s'amuse et on rit, GG. Lorsqu'on lance le jeu pour la première fois, on commence avec le chapitre 1 qui est le premier avant les chapitres 2, 3, 4 et 5, qui eux sont les suivants. Respectivement le deuxième, 3. Comme je tiens absolument à ne pas faire une vidéo qui sera un vulgaire résumé des jeux avec une voix un peu ici, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après le monstre m'a attaqué, après j'ai fait ça, après... Je vais vous faire une proposition dans la proposition, résumer les chapitres à travers leurs fonctions. Et je fais ce choix controversé car je pars d'un principe simple qui est que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très probablement pour entendre un random dire du bien d'un jeu que vous aimez déjà. Et si ce n'est pas le cas, c'est uniquement par amour pour ma personne, alors ce que je dis dans la vidéo n'a pas trop d'importance, mais ça n'empêche que je t'aime aussi, anonyme citoyen. Mais donc ce chapitre par exemple a une fonction très simple, poser l'univers et l'ambiance des jeux. Et ça, il le fait super méga bien. Mais pour faire plaisir à ceux qui sont encore déboussolés par mon choix controversé, le chapitre commence avec une cinématique étrange. On y voit une silhouette qui s'avère être celle d'une femme, elle se retourne doucement et puis... On se réveille en sursaut dans une valise, comme si ce qu'on venait de voir c'était un Little Nightmare. Le personnage qu'on incarne, qui se nomme Six et qu'on va appeler Seven, a un manteau jaune, un briquet. Voilà. Ce qui frappe dès le départ et que j'adore avec ces jeux, c'est qu'on nous casse pas la tête. Le jeu ne nous dit rien si ce n'est avance et ferme-la. Alors c'est ce que j'ai fait. Il ne se passe pas grand chose dans ce premier chapitre qui nous montre plus qu'il nous agresse. On dirait vraiment une préparation pour te dire bienvenue en enfer mon petit pote. Des lieux immenses qui nous font sentir tout petits, des salles cultes à cause de l'horreur qu'elles nous montrent, comme la cultissime salle du mec pendu, une salle avec un mec pendu, et surtout une froideur totale. Genre dans cette salle par exemple, Six, qu'on va appeler Seven, en a absolument rien à foutre et se contente de choper la chaise en dessous pour atteindre à la poignée de porte. J'ai peur. Il y a quand même 2-3 trucs qui se passent dans ce chapitre car Little Nightmares n'est pas un jeu backroom qui justifie son manque de contenu par un choix artistique qui explore les nouvelles formes d'horreur, mais bien un jeu d'horreur avec des monstres et une narration. Le premier truc, c'est Amumu. Après avoir résolu des énigmes assez oubliables, à savoir éteindre le courant pour passer des portails électriques qui protègent une aire de jeu, ce qui est très inquiétant, et marcher assez longtemps pour que le jeu se dise mais il sait comment se déplacer. On voit d'un coup au loin l'ennemi du chapitre à venir en train de tirer une cage avant de disparaître. Amumu. Et c'est tout. On nous montre juste qu'il est là. Et ça fait peur. Ensuite, il y a l'Illuminati. Cet œil du diable qui fait de la lumière et qui momifie ces pauvres gosses qui osent affronter son regard. Et il suffit juste d'éviter la lumière, c'est vraiment pas dur, mais là, ce qui se passe, c'est absolument fou. Parce que ça appuie une des qualités principales de ces jeux, qui est que le lore se raconte de la meilleure des manières. Observe et gamberge. À aucun moment, le lore n'est imposé, c'est à nous d'observer et d'essayer de capter le délire du truc. Genre là, on voit les gosses de la prison momifiés, on comprend qu'ils se feront péta pour on ne sait pas trop quoi, et on a envie de le comprendre. Et ça ne laisse pas indifférent. Surtout que très rapidement après, il se passe l'avant-dernier truc qui se passe vraiment.
Ça, c'est de l'art. Amumu qui pull up dans le dortoir des enfants pour vérifier qu'ils dorment bien pendant qu'on est caché sous le lit le plus exposé. J'ai chié. Je tiens d'ailleurs à noter que le fait qu'il surveille les enfants sans aucun mouvement brusque, ça donne presque l'impression qu'il n'est pas si méchant que ça. Le chapitre se termine sur le dernier truc qui se termine. Six, qu'on va appeler Seven, est atteinte d'une fonce dalle. Une fonce dalle si forte qu'elle titube, que la musique fait des et que son ventre fait des. Heureusement, plus loin, un enfant enfermé dans la prison lui offre un bout de pain qu'elle mange. Le tout dans le silence le plus total. Ça pue la joie. Et en vrai, j'ai menti. Ça se finit pas exactement dessus, mais je trouve que ça faisait une bonne fin. Mais pour les gens encore choqués de la controverse, après ça, il y a beaucoup de parcours. On ouvre des tiroirs, active des leviers, pousse des leviers, fait des câlins, des gnomes, retire des leviers, saute très haut, recroise un œil Illuminati, passe un pont qui veut notre mort, tombe d'un escalier super haut parce qu'on a un confini. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre. 9 sur 10. Le chapitre excelle dans sa fonction, on capte très bien dans quoi on met les pieds. Le chapitre 2, c'est la confrontation avec le gardien de la prison, Amumu. Il s'ouvre sur sa chambre et je vais directement dire un autre truc très controversé. De tous les Little Nightmares, c'est une de mes pièces préférées. Ça capture toute l'essence de ces jeux. Les meubles super grands aux jambes tordues, les choses cheloues comme ce lit qui doit cacher des histoires très cheloues, les photos, que ce soit les portraits d'Amumu ou ces trucs très bizarres, et tout ce qu'on peut trouver dans le décor. C'est génial, merveilleux, mais surtout formidable en plus de donner une personnalité au monstre. De nous montrer qu'il a une vie et assez de sensibilité pour décorer son petit chez-soi. Ce qui paradoxalement rend sa rencontre encore plus inquiétante parce que ça veut dire que tout le mal qu'il fait, il le fait en toute conscience. Je suis le diable. Et là, on est en plein dans le observe et gamberge. Pour quand même expliquer un peu en quoi consistent les fameux parcours que je saute à chaque fois, le but ici est de trouver une clé en grimpant les meubles comme une souris pour ouvrir une porte cachée derrière un mur. Ce chapitre, c'est en tout cas la première rencontre avec un monstre qui veut nous faire du mal. Et pour ceux qui ont du mal avec à la fois les mathématiques et le français, c'est ça la fonction. Mais avant d'en venir au bail, Seven, qui s'appelle Six en réalité, a de nouveaux fins. À tel point que la musique fait des et que son ventre refait des. Heureusement, elle croise un bout de viande entouré de souris dans une cage. Bien sûr, elle le mange sans trop de. Attendez, non. Amumu est un connard finalement. Ce début de chapitre nous montre directement que Seven en a rien à foutre. Car après que le gardien se soit barré, on se retrouve au milieu d'enfants qui, comme nous, se sont fait piéger. Et plutôt que de les aider, elle utilise une des cages pour atteindre un levier et se barrer sans aucune vergogne. Aura. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ici qu'on va commencer à être au plus près de la menace. Et ce qui est bien avec ces jeux, c'est qu'on voit les activités de la menace et qu'on pourrait juste se contenter d'observer. Genre là, par exemple, Amumu fout des enfants sur des crochets comme de vulgaires bouts de viande. Et je commence doucement à capter où ce bordel va. Le but ici, et on le comprend implicitement, pas avec un texte qui vous prend pour un con tel un mec qui vous expliquerait un jeu comme si vous n'étiez pas capable d'y jouer par vous-même, c'est d'avancer sans se faire cramer. Le truc que j'avais totalement oublié, c'est que Amumu est super réactif car il entend super bien. Cependant, plot twist, il est aveugle. Ce qui fait que c'est très simple de l'éviter. Et donc on l'évite très simplement pour rejoindre la pièce du monstre des chaussures. Un monstre des chaussures. Et puis, sans aucune transition, je vous assure que la première fois que j'ai joué après l'avoir téléchargé depuis le compte PSN de mon oncle que j'avais mis en principal sur ma PS4, une technique que les plus pauvres d'entre nous connaissent très bien, j'ai eu peur. Et certes, se faire courser c'est quand même la base dans un jeu d'horreur. Mais ce que j'aime ici, c'est que le placement de la caméra du côté Mario Bros de l'écran nous permet de voir l'abomination qui nous poursuit pendant qu'on se fait poursuivre. Mais ça, c'est un point que j'approfondirai plus tard dans des chapitres que j'aime moins pour combler le manque d'inspiration que j'ai sur les parties qui me parlent moins. Pour le moment, retenez qu'on se sent vraiment comme une souris. Surtout quand d'absolument nulle part, après avoir pris l'ascenseur avec ce diable en restant accroché en hauteur, Amumu s'avère s'appeler Eleven car il a des pouvoirs télépathiques qu'il utilise sur nous comme de vulgaires souris de laboratoire. Et oui, c'est totalement un bug qui m'a mis dans une colère noire. Mais heureusement, après qu'on ait pris l'ascenseur avec lui, on arrive à la partie la plus intéressante du chapitre, la bibliothèque. Car il y a des livres, certes, mais surtout un piano sur lequel on peut jouer. Et oui, Beethoven. Et encore mieux que tout ça, il y a un passage où on se balade sur des étagères depuis lesquelles on peut jeter des trucs sur Amumu pour se venger de ses pouvoirs cachés de merde. Et il est trop con pour nous atteindre. Alors, après l'avoir assez caillassé, j'ai très facilement atteint la pièce que je devais atteindre. C'est ici qu'on a enfin un moyen de se débarrasser de lui en allumant une télé pour foutre la pire émission qui existe. TPMP n'a qu'à bien se tenir.
Ce connard a cependant l'air de kiffer, comme tous ces vieux scotchés à leur téléphone qui regardent des vidéos produites par des IA qui servent avant tout à nous contrôler comme plancton avec ses sauts sur la tête pour qu'on arrive à un salaire universel comme si tout était ok, ce dont on peut profiter pour se barrer avec la manivelle qu'on utilise pour se barrer à nouveau. Sauf que non, puisqu'après qu'on soit passé par de nouveaux parcours assez oubliables, il se remet à nous courir après. Car pour rappel, se faire courser, c'est quand même la base dans un jeu d'horreur. Mais puisqu'il est con comme une pile, il se retrouve très vite dans une merde sans nom. À savoir la tête bloquée dans une cage, sur laquelle une porte en métal tente de se fermer, pendant que nous, on cherche à se venger du fait qu'il n'est pas si gentil et qu'en plus il a des pouvoirs magiques. J'appelle ça une merde sans nom. Ce qui est bien dans cette dernière partie du chapitre, c'est qu'on reste un enfant fragile qui doit agir en tant que tel pour venir à bout d'Amumu. Ce qui consiste à tirer la cage pour qu'elle se casse tout en évitant ses mains dégueulasses. Une consigne très simple. Pour ça que je suis mort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 putains de fois avant d'enfin brancher l'HDMI. Je me disais qu'un écran noir qui dure aussi longtemps, c'était bizarre, genre comment tu veux jouer? Et puis, à la 8e tentative... J'ai mal. Et ce chapitre se finit sur ces cris abominables. « 7 sur 10. C'est un très bon chapitre pour nous faire découvrir le premier monstre, même si les phases de parcours chiantes dont je vous ai pas parlé et le fait qu'Amumu ne soit pas très dangereux font que... voilà quoi. C'est un chapitre que j'adore, mais pas trop non plus. Mais avant de dire quoi que ce soit, ça commence une nouvelle fois par Seven qui est à la dalle. Et ce, après qu'on se soit grippé aux crochets sur lesquels Amumu foutait des gosses pour finir sur un tas de corps dans un chapitre qui s'appelle Les Cuisines. Mais nous, on a très faim. Alors, la musique fait des trucs bizarres, ça titube. Et puis, ce qui est un peu triste cette fois, c'est qu'il n'y a rien à manger. On croise juste une souris piégée dans un piège à souris, qui sert d'ailleurs à piéger les souris. Le problème que j'ai avec ce chapitre, c'est que c'est un peu une redite de ce qu'on a vu avant. La fonction est exactement la même, avec juste plus d'intensité. Il y a une menace qui en fait a un frère, qui lui aussi est une menace, et il nous course pendant qu'on essaie de fuir et de récupérer des clés ou autres conneries qui se trouvent à Bubbleweed. Et ça fait le taf, mais quand sans aucune raison valable vous avez fait le jeu plus de 10 fois et que vous le faites encore une fois pour en faire une vidéo et justifier tout ce temps perdu, et bah c'est pas le plus drôle. Nonobstant, il y a quelques éléments que j'adore particulièrement dans cette partie du jeu. Déjà, c'est le chapitre le plus versatile. Et il se pourrait que ce mot n'ait absolument rien à voir avec ce que je veux dire, mais pour moi ça sonne bien. Car je parle ici du fait que l'environnement dans lequel on se déplace est très grand, très vertical, très horizontal. On peut monter, se balader dans la cuisine et même les chambres des cuisiniers, ce qui est assez fou. Chambre qui d'ailleurs une nouvelle fois donne une personnalité au monstre et tout le blabla. Et mention spéciale d'ailleurs à la cuisine dans laquelle on peut se balader sur les poutres. Et je sais pas, ça fait partie du genre de trucs qui m'émerveillent et qui font que dans mon crâne ça explose. Parce qu'il m'en faut pas beaucoup pour que je parte en cacahuète et que je commence à taper. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est le chapitre qui nous prouve que Tarsier ont compris que l'horreur, c'est pas un screamer qui pop de nulle part, mais bien des abominations qu'on nous montre et qui racontent des choses abominables. En l'occurrence, à tout hasard, le fait que ça cuisine des gosses comme si c'était la vie. La vie, mesdames, messieurs. C'est peut-être d'ailleurs le bon moment pour faire un petit point sur le seul truc attendrissant dans ce jeu, les gnomes. J'en ai parlé très brièvement, mais ils méritent leur petite minute de gloire dans cette vidéo. Il y en a dans tous les chapitres et ils ne servent pas à grand chose si ce n'est être attendrissants. On les voit courir, comme là dans la cuisine, on les suit, ils nous amènent dans une pièce secrète et on leur fait un câlin. Ce qui est attendrissant. Surtout quand on sait qu'à côté, ça cuisine la vie. La vie. Mais aussi triste que cela puisse paraître, la meilleure partie de cette partie reste la fin de la partie, la vaisselle. D'une parce qu'il y a des bulles, de deux parce qu'on se sent vraiment comme une souris à courir sur le carrelage pendant que ces lourdeaux nous poursuivent en faisant des cris abominables. De 3, car ça se finit par une course-poursuite bien plus intense que la première qui elle-même se finit par des jets de bouteilles dans notre direction avec des cris abominables comme si on était un vulgaire bus de nuit entre Arnouville et Sarcelles après une finale de Coupe du Monde, une scène qu'on observe depuis un balcon en se disant « Waouh, moi aussi un jour je frapperai les bus ». 6,5 sur 10. Bien que j'adore ce qu'on nous montre visuellement, c'est le chapitre dans lequel je m'amuse le moins, car on a déjà vu ce qu'on a vu là. Et moi j'ai besoin qu'on me surprenne, qu'on m'attaque visuellement, qu'on me jette par la fenêtre, qu'on me coupe les yeux, qu'on me tranche la jugulaire, qu'on m'arrache. Et ça tombe bien, parce que... c'est le meilleur chapitre du jeu, l'un des plus mieux des 3 jeux réunis, et là j'en ai rien à foutre, je vais vous faire un résumé digne des meilleures vidéos storytelling parce que, putain. Après qu'on soit baladé sur un gigantesque tuyau qui nous fait sentir tout petit, puis une super grande échelle qui nous fait sentir encore plus petit, le chapitre s'ouvre sur la scène avec un grand S qui nous fait sentir très très petit, l'extérieur. Ce seul plan suffit à tout comprendre. On est depuis le début dans un géant bâtiment qui vit dans l'eau, dans lequel des gens enrobés, pour ne pas dire carrément gros, entrent à la chaîne ornés de masques japonais. Parce que tout ce qui est japonais est kawaii-né. Toujours kawaii-né. Des gros qu'on peut observer du dessus et qui ont l'air de ne vouloir qu'une chose qui ne va absolument pas m'aider dans le drama à venir, manger. Et quand on sait ce qui se cuisine par ici, voilà.
Lui qui sait, il sait. Tout le début du chapitre consiste à se faufiler vers là où ils vont tout en les observant. Et j'adore énormément l'ambiance pesante qu'il y a avec la musique qui fait des oh-di-do, 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 oh-di-do. On dirait des animaux qui avancent en chaîne. C'est presque finalement une représentation de la condition humaine moderne qui consiste à consommer et produire sans jamais questionner quoi que ce soit, ni notre place en tant qu'individu, ni ce vers quoi nous allons tous même si nous le fuyons, en s'investissant dans des projets obsolètes, comme à tout hasard une chaîne YouTube qui ne me sert strictement à rien dans le fond, si ce n'est me conforter dans l'idée que je sais ce que je fais et que je sais pourquoi je le fais, et qu'ensuite tout plein de gens voient ça et se disent « mais il sait ce qu'il fait, alors moi aussi je peux ». Et c'est ainsi qu'un cycle de gens qui ne savent pas ce qu'ils font semblant de savoir ce qu'ils font car ils croient que les autres savent ce qu'ils font. Et là, ça marche. On voit d'ailleurs au loin une silhouette qui les observe et qui a l'air d'être leur hôte. Et elle est très... Attendez. Non, c'est... le Little Nightmare. On arrive assez vite là où ça graille sec, et si vous vous demandiez si c'est des enfants que ça mange, regardez-moi ce connard se jeter sur moi comme si j'étais une saucisse avec des jambes. C'est clairement le chapitre le plus horrifique. On est entouré par une tonne de monstres qui font chacun une tonne et qui ont tellement la dalle qu'ils ne nous calculent presque pas. Donc on se sent à la fois comme une souris, une saucisse et une merde. J'adore. Toute cette partie consiste à avancer au milieu des gros qui, occasionnellement, se mettent à nous poursuivre. Et même si c'est très répétitif, c'est tellement affreux qu'on kiffe. Mais quand même, il y a deux passages qui ressortent beaucoup et qui m'ont marqué personnellement. Premièrement, le gros qui dort. Ça ne dit rien qui vaille, mais heureusement, il y a un gnome à qui on peut faire un câlin juste à côté. Deuxièmement, ça. Se faire courser, c'est quand même la base dans un jeu d'horreur. Ici, c'est absolument parfait. Toutes ces mains dégueulasses qui tentent de nous attraper, ces corps qui se chevauchent, ces cris, ces tremblements, ces grognements pour se finir dans un silence où ils retournent manger tranquillement dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui boivent et qui... La poursuite se finit dans un silence froid de l'autre côté de là où ils mangent. GG. Le chapitre, quant à lui, se finit sur un nouvel épisode de ventre qui fait des siennes. Heureusement, cette fois-ci, il y a un des petits gnomes à qui on fait des câlins qui nous offre une saucisse. Et c'est marrant parce que ça colle avec la vanne que j'ai fait sur les saucisses avec des jeux. Waouh. C'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme ça. Oui, oui, le pauvre gnome, il est mort. Sauf que moi, j'étais là. Et moi, j'ai fait des trucs et ça s'est très bien passé à l'époque. Et maintenant, vous êtes arrivés. Voilà, je suis désolé, ça sort. Parfait. Imaginez que le dernier chapitre de Little Nightmares 1, c'est la confrontation avec le Little Nightmare en personne qui, depuis le début, orchestre tout un bordel qui consiste à amener des gens sur son île flottante dans laquelle des gens très gros viennent manger des enfants. Et bah ça, c'est le dernier chapitre de Little Nightmares 1 et sûrement pas les activités préférées de nos élites quand ils ne sont pas en train d'abuser de stratagèmes mortifères pour gagner toujours plus et qu'on oublie un peu trop vite car Et croyez-moi, bien qu'il soit très court, ça ne laisse pas indifférent. Il s'ouvre sur la maison du Little Nightmare et croyez-moi, encore une fois, c'est peut-être la meilleure pièce de tous les Little Nightmares. Et c'est très probable que je change d'avis au cours de la vidéo puisque je l'écris au fur et à mesure sans aucune structure et que ça se trouve qu'au deuxième jeu, je me rendrai compte que j'avais tort et que c'était la maison du chasseur la meilleure pièce. Ou même l'hôpital avec les mannequins qui font peur. Ça se trouve même qu'au final, Little Nightmares 3 sera mon préféré de la franchise et que j'en dirai que du bien et... non. En tout cas, mon avis du moment, c'est que cette pièce est la meilleure de toute la franchise. Car jusqu'ici, tout était fade, morne et triste. Alors que maintenant, c'est juste triste. Il y a des couleurs, des mannequins un peu partout, des tableaux absolument horribles, et surtout un escalier super versatile depuis lequel on peut à la fois observer les tableaux pendant 5 minutes en essayant de comprendre le lore sans y arriver, et entendre la douce voix du Little Nightmare dans la pièce d'à côté. Little Nightmare qui chante devant un miroir brisé pendant qu'il se passe un bordel à Amsterdam. Et puisque j'ai joué à New Super Mario Bros, je sais qu'un boss fight c'est la bagarre, alors je vais lui péter les cheveux. Putain de Stranger Things. Après avoir suivi le plan B parce que j'ai compris que c'était pas tout de suite le boss fight, j'ai atteint la chambre du Little Nightmare dans laquelle on retrouve une clé qui permet d'ouvrir la porte d'en bas, la base. Sauf que là, il se passe un truc absolument fou qui remet en question tout ce qu'on a vu jusque-là, il y a des tableaux de Seven dans la chambre. Et pour ceux qui veulent l'explication, ce chapitre, pour ceux qui suivent ce que je raconte, c'est la bagarre contre le Little Nightmare. Mais avant de complètement repasser au plan A car j'aurais trouvé une arme assez incongrue, je tiens à dire que j'adore absolument la pièce juste avant le combat final dans laquelle il se passe ça.
Ça fait peur, la mise en scène est incroyable, c'est vraiment formidable et même plus que ça, c'est carrément « Hé petite, pardon petit, tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil ». Après qu'on ait trouvé un miroir incassable, on se retrouve dans la pièce finale, le dernier instant du jeu, la salle des mannequins, dans laquelle il y a le boss final, le Little Nightmare. Ce qui est clairement inspiré des châteaux dans New Super Mario Bros dans lesquels il y avait toujours un boss fight à la fin. Et c'est une très belle ref. Dans la pièce finale, le dernier instant du jeu, on doit pointer le miroir vers le Little Nightmare pour qu'il voit son propre reflet et qu'il meure. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu trop facile. Ouais, c'est facile. La symbolique est stylée, le reflet, elle voit toutes ses actions et blablabla. Mais niveau gameplay, c'est pas une attaque de GDC avec 20 spectateurs que vous êtes totalement en train de foirer parce que putain, les dragons ils tournent, ça, non, c'est pas possible. Et je mets ça sur le compte de la simplicité des mécaniques de ce jeu, car pour rappel, du début à la fin, Six, que j'ai appelé Seven, a un manteau jaune, un briquet. On fait une fois, puis deux, puis trois, puis quatre pour faire genre que le jeu n'est pas un plagiat total de New Super Mario Bros. Et boum, fin. 8 sur 10. Bien que le boss fight soit très facile, j'adore tellement l'ambiance du chapitre ainsi que sa mise en scène. Mais surtout, le fait qu'on puisse enfin rendre les coups. Genre depuis le début, on se fait juste taper dessus sans jamais pouvoir riposter. Attendez, c'est pas la fin. Car la vraie fin, c'est la fin. Seven a la dalle pour la dernière fois. Le Little Nightmare est face à nous. On sait tous ce qu'il va se passer. Alors nouveau concept sur cette chaîne, essayez de ne pas être choqué. Was that the bite of Seven? 14 sur 10. Le fait que Seven aille jusqu'à bouffer celle qui nous offrait à bouffer à une bande de connards qui ont pu faire ça en toute impunité, c'est horriblement merveilleux et jouissif. Attendez, c'est pas la vraie fin. Car Seven a récupéré les pouvoirs du Little Nightmare et a repris l'ascenseur pour aller voir les gros. Donc finalement, Six, que j'ai appelé Seven, est en réalité Eleven. 32 574 sur 10, c'est finalement le meilleur chapitre de tous les Little Nightmares, j'étais trop con pour le réaliser. Et le pire, c'est que tout ce qu'on vient de voir là, ce n'était que la maquette. Un petit bébé qui sert à nous faire dire « Ah ouais hein. » Donc finalement, c'est ça Little Nightmares. Car certes, quand Little Nightmares 1 était sorti, c'était le meilleur de tous les Little Nightmares, mais ça, c'était jusqu'au deuxième, le 2. Et oui, il y a le DLC, blablabla. Bon, attendez, je vérifie un truc, ouais non, c'est mort, blablabla. Le 11 février 2021 sortait Little Nightmares 2, et pour ceux qui ont du mal à suivre jusque-là, c'est en gros la suite du premier jeu Little Nightmares, le jeu dont j'ai parlé juste avant et qui commence par une cinématique étrange. On y voit une silhouette qui s'avère être celle d'une femme, elle se retourne doucement, et puis... on se réveille en... Et ce qui est incroyable, c'est que le deuxième jeu est très clairement meilleur que le premier sur presque tous les aspects. Mais puisqu'au final les jeux se ressemblent beaucoup, c'est là que je me rends compte que j'aurais dû séparer cette vidéo en 3 vidéos, mais... Alors, pour casser un peu la routine qui commence doucement à s'installer, je vous propose de suivre exactement la même formule que pour le premier jeu, mais avec quand même une grosse différence. Les titres des chapitres seront en espagnol. Le premier chapitre s'ouvre sur une cinématique étrange. On y voit une porte, qui s'avère être une porte. Elle s'approche doucement de nous, et puis... on se réveille en sursaut près d'une télé. Le personnage qu'on incarne, qui se nomme Stéréo, et que je ne vais pas appeler Mono parce que la blague devient un peu lourde, a un sac en papier sur la tête. Un peu comme dans le premier jeu, le chapitre 1 sert avant tout à poser l'ambiance et nous faire un petit tuto. Et ici, l'ambiance est moins pesante que l'autre premier chapitre, puisque c'est une forêt assez ouverte dans laquelle on utilise des bâtons pour activer des pièges à ours afin d'éviter de le faire avec notre corps. On évite aussi des pièges pas forcément subtils, et on se prend aussi des pièges un peu plus subtils. J'adore l'ambiance un peu planante qu'il y a, et surtout le décor qui, même si c'est juste des arbres, est bien plus joli et parallaxe que le premier. Cependant, puisque chez Tarsier ils comprennent très bien les choses, ils savent que normalement, le joueur moyen finit le premier jeu avant de faire celui-là. Car oui, il peut en effet arriver que des gens assez étranges découvrent des franchises par le deuxième opus. Ces gens jouent par exemple à The Last of Us 2 avant The Last of Us 1,
Portal 2 avant Portal 1. Et ça marche d'ailleurs aussi avec les films comme Spider-Man 2 avant Spider-Man 1. Shutter Island. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce premier chapitre n'est pas juste un simple tuto comme dans le premier jeu. Non. Car très rapidement, on se retrouve dans un endroit bien moins ouvert et planant dans lequel il se passe directement des trucs parce qu'ils savent qu'on sait ce qui s'est passé. La maison du chasseur. Cette maison, c'est pour moi tout ce qu'il y a de mieux dans Little Nightmares 2. Genre, vous voyez la versatilité des cuisines du 1 ? Et bah, prenez-la et multipliez-la par 6. Regardez-moi comme on peut courir partout en sautant comme un sale rat. On peut courir dans les couloirs, courir à l'entrée, courir dans l'escalier, courir de... Wow. Je vais t'aider. Cet enfant irrespectueux avait l'air d'être là depuis un bon moment si on se fie au dessin sur les murs. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Mais du coup, on peut courir dans l'escalier, courir à nouveau dans le couloir, Ça, c'est de l'horreur parfaite. On sait qu'on est chez quelqu'un et on croise des quelqu'un à table qui en vérité ne sont pas des quelqu'un, seulement des poupées géantes. Et ça m'a très vite calmé. Surtout que directement après... L'enfant irrespectueux devient finalement notre petit pote. Et on s'aide à grimper, ouvrir des trucs, tirer des trucs, et puis Ça, c'est encore de l'horreur parfaite. Non, mais en vrai, là, j'ai pas besoin d'expliquer. Genre, j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi récupérer un levier dans la main d'un quelqu'un qui n'est pas un quelqu'un dans une maison qu'on sait habiter par quelqu'un en jugé par les bruits qu'on entend est une façon incroyablement plus intelligente et maîtrisée de faire de l'horreur que de vulgaires jumpscares et des salles vides dans lesquelles on se fait courser à l'infini. Non, bien sûr que non, vous le savez tous. Et pourquoi tu fais cette tête de connard ? Bah parce que j'ai raison. Surtout qu'après être allé dans le jardin pour aller dans la petite maison du jardin, oui, j'ai vécu dans un bâtiment. On fait face à ce qui est l'un des plus beaux et plus horrifiques plans de toute la franchise. Le plus beau et plus horrifique plan de toute la franchise. Et jusque-là, je vous ai menti, car j'ai caché la vraie fonction de ce premier chapitre, qui est de montrer que ce jeu est une version vénère plus du premier. Et vous savez comment on fait ça ? C'était -1. Une autre fonction, c'est de nous montrer les nouvelles fonctionnalités, comme à tout hasard le petit pote qu'on s'est fait et qui peut s'avérer très utile dans certains passages. Genre ce pont par exemple, dans lequel on ne peut pas passer tout seul. Eh bien, si on fait en sorte que lui se retrouve de l'autre côté, qu'on l'appelle tel un grand de la cité qui va absolument t'envoyer chercher son grec sans que tu gardes la monnaie, un événement canon que les plus pauvres d'entre nous connaissent très bien, eh ben, il se place gentiment pour nous attraper et nous éviter une chute mortelle. On peut clairement lui faire confiance. D'ailleurs, puisque tout à l'heure j'ai pas pu finir ma phrase sur les pièges à souris quand j'expliquais que les... On a chassé le chasseur. Après tout ce bordel, on se retrouve sur un radeau de fortune qui avance dans l'eau. Il y a des télés, et parfois d'autres télés, et puis la ville. Bah, 10 sur 10. C'est la meilleure introduction possible. On joue vraiment avec la verticalité, on se fait agresser par un monstre très agressif qu'on finit carrément par tuer avec un fusil avant de se retrouver devant l'un des plans les plus imposants de toute la franchise. 10 Bah, sur 10. Voilà, je suis désolé. Êtes-vous déjà allé à l'école ? Eh ben ça tombe bien car c'est le thème du deuxième chapitre. Et ça aussi ça tombe bien parce que ça me permet de faire une analyse très précise de pourquoi ce deuxième jeu pète le score, les lieux. Dans le premier jeu, du début à la fin, on est dans l'île flottante, ce qui fait que même si le jeu est court, ça peut vite devenir assez redondant visuellement. Alors que le second, divisé une nouvelle fois en 5 chapitres, se passe dans divers lieux, divers et variés. Des lieux d'ailleurs souvent liés à des mauvaises expériences, à des traumas, d'où le titre Little Nightmares qui prend bien plus son sens ici. Et c'est un truc que j'adore. C'est même la raison qui fait que ce chapitre est le meilleur de toute la franchise. Déjà parce qu'avant tout, on se balade un peu dans la ville. Des bâtiments en ruine, des trucs bizarres, un peu de parcours. Et vous le savez que n'étant pas un grand fan de storytelling, si je vous raconte ça, c'est qu'il se passe un truc de fou. Et en effet, car déjà, c'est super beau. Ensuite, Stéréo, un peu comme Seven dans le premier jeu, se met à tituber. Sauf que lui, ce n'est pas parce qu'il a faim, mais qu'il a une addiction aux écrans. Pour ça que son ventre ne fait pas de... Alors, il faut qu'il touche un écran pour contrôler l'écran afin de se retrouver à l'intérieur de l'écran. Je sais pas. Ici, c'est très...
marche au ralenti dans le couloir de la porte qui s'avère être une porte. On tente de s'en approcher, et puis... Je sais pas. Vous vous en doutez, la vraie partie de cette partie, c'est l'école. Et bordel de bordel. C'est un bordel à l'intérieur. Déjà, quand vous êtes accueilli par ce genre de tableaux, de pièces pour punir, de dortoirs et même d'ombres, faut partir parce que là, non, ça va pas. En plus, quand vous venez avec un collègue à vous et qu'après avoir esquivé une tonne de pièges assez violents, ces connards d'élèves vous volent votre collègue après vous avoir enfermé dans un casier, il faut leur péter leur Les meilleures parties de cette partie, qui est la vraie partie de la partie, ça reste les rencontres avec la personne qui a le bonheur d'arborer cette magnifique ombre, la maîtresse. Et c'est une belle histoire qui commence dans cette classe. L'ambiance est folle. On doit se faufiler de table en table en évitant de se faire cramer par la maîtresse qu'on a du mal à voir à cause du flou et de la profondeur de champ, ce qui est incroyable puisque jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'est qu'une ombre absolument horrible et donc on a très peur de la première confrontation qui, je pense, va nous mettre très mal. Le but ici est de rejoindre cette pièce en étant le plus discret possible, à savoir ne faire aucun bruit trop. Comment t'as pas en couille, ouais. On n'est pas en couille, c'est con. Oh mon Dieu! Vous voyez, quand l'âme quitte le corps, eh ben c'est pareil. Après être mort plusieurs fois de façon diverse et surtout variée, j'ai fini par trouver le truc que j'étais censé trouver dans cette pièce dans laquelle je ne savais même pas ce que je foutais, une clé. Le tout pour me retaper le chemin inverse pendant que la maîtresse aide les élèves à réussir leurs devoirs pour ensuite réussir leur vie dans ce monde qui a l'air plein d'espoir. 2026 les amis. Mais ça, ce n'était que la première confrontation de cette bien belle histoire. Puisqu'après qu'on ait croisé des choses inquiétantes, pété la gueule de la chose inquiétante et entendu la prof faire des choses absolument horribles, on fait tomber un truc. Oh mon Dieu! C'est le meilleur monstre de tous les jeux. Je suis désolé, je vais carrément faire un truc normalement interdit. Notez le chapitre avant même de le finir. 11 024 sur 10. Et le pire, c'est que c'est même pas la fin de l'histoire, puisqu'on la recroise juste après dans la bibliothèque et on évite son horrible tête accrochée à des tours de livres. J'en ai plus rien à foutre. Je l'aime. 13 259 sur 10. Et là, vous pourriez vous plaindre et me dire, ouais, t'en fais des caisses, ton chapitre il est répétitif. Ce à quoi je réponds d'abord, messieurs, calmez-vous. Pour ensuite vous dire que non. Parce que entre les agressions de cette horrible maîtresse d'école, on fait déjà une énigme pas compliquée mais assez stylée qui consiste à placer les pièces d'un échiquier sur un échiquier au milieu duquel un élève est accroché pour ensuite activer une lampe qui ouvre une bibliothèque dans laquelle on trouve une clé. Ouais. Ensuite, et là c'est beaucoup plus intéressant, on vit un épisode d'investigation dans l'un des pires lieux de la planète après avoir volé la tête d'un élève à qui on a cassé les dents, une cantine de maternelle post-TikTok. Attendez, ne dites pas qu'il chante. Non, c'est pas possible. Donc la femme de l'émission que regardez à Mumu, c'est Natou. Mais tout ça, ne l'oubliez pas, ce ne sont que des parties qui servent à faire monter la tension pour les meilleures parties de cette partie qui est la vraie partie de la partie, les 1v1 contre la maîtresse qui organise tout ce bordel et ça se passe dans la salle de sciences. Et en vrai, en dehors du fait que c'est l'endroit où on peut le mieux l'observer, ça reste assez classique et ça fait un peu baisser la note. Donc on passe à 7131 sur 10. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait un petit pote qu'on nous a volé il y a quelques minutes. Et je vais le récupérer pour tout que là, pourquoi vous l'avez volé? C'était horrible d'avoir parti le petit pote. Ce qui est génial, c'est que même après s'être fait torturer, notre petit pote reste très utile dans certaines situations. Genre, regardez ici par exemple, il y a un piano sur lequel on peut jouer. Et oui, Beethoven. Sauf que puisqu'on sait pas en jouer, on l'utilise pour exploser le sol pour descendre. Sauf qu'une fois en bas, on doit trouver une clé. Sauf que cette clé, il y a un des connards qui joue avec. Sauf que le connard qui joue avec, il veut pas qu'on joue avec. Sauf que notre petit pote, vu qu'il est très smart, il joue du piano pour l'attirer afin que je puisse lui péter la gueule et ouvrir la porte. J'adore notre petit pote. Surtout quand... Ouais. Mais donc, la raison qui fait que ce chapitre est le meilleur de toute la franchise, c'est sa fin. Car il se finit comme une œuvre d'art. On entend la prof jouer du piano, ensuite on la voit jouer du piano, et le but c'est d'avancer et de faire des trucs seulement quand elle joue du piano. Le problème ici, c'est qu'elle finit par nous entendre. Et si se faire courser c'est quand même la base dans un jeu d'horreur, observez-moi cette merveille.
Et c'est là que je me rends compte que j'ai un peu pété le système de notation en faisant n'importe quoi au chapitre 5 du premier jeu, mais vas-y, c'était tellement le bordel, et quand c'est le bordel, je suis comme... Le truc, c'est que j'ai un nombre de chiffres limité, alors je vais essayer de doser tout en respectant l'inflation des notes. Et puisque ce chapitre est très clairement le meilleur de toute la franchise, je propose 58 162 sur 10, et je vais essayer de voir comment je vais gérer la suite. Ça commence par une balade dans la ville, on observe les plans les plus beaux de la franchise, on s'entraide avec notre petit pote, on fait des petits trucs à droite à gauche comme pousser des poubelles ou je sais pas. Oui bon, il se passe bien un truc de fou malade au tout début du chapitre et c'est précisément à ce moment-là quand on entre dans ce bâtiment. C'est absolument fou. Parce que là, ça veut dire que Six, que j'ai préféré appeler Seven, et qui s'appelle bel et bien Six, mais qui au final n'était ni Six, Seven ou même 8 d'ailleurs, mais 11, et bah, c'était notre petit pote. Sauf que puisqu'ici on la voit récupérer sa veste jaune, on comprend que Little Nightmares 2 est un préquel, et que par conséquent, 11 n'est pas encore 11. Maintenant, pour parler de l'hôpital, car oui, c'est bien le lieu principal de ce chapitre pour ceux qui ne parlent pas espagnol, va falloir qu'on admette un truc tous ensemble. Personne ne se souvient de rien en dehors des mannequins. Et c'est pas parce que le dehors des mannequins est mauvais. On a des pièces magnifiques, des énigmes sympas qui consistent à faire des radios à des nounours pour faire cramer celui qui cache une clé dans le four qui ne sert pas à faire des gâteaux. Une main qui nous poursuit et sur laquelle on finit par tirer dans la tête. Une torche qu'on trouve par terre et un docteur qui... Enfin, il est là, quoi. C'est juste qu'en vrai, la partie des mannequins est beaucoup trop incroyable. Genre, imaginez, après avoir fait je sais pas trop quoi pendant 30 minutes sans qu'il ne se passe rien en dehors de... Vous vous séparez de Seven pour trouver un objet quelconque, éteignez la lumière et... Oui, voilà, vous avez tout compris. Le jeu est si bien que j'ai même pas besoin d'expliquer. On dirait presque que vous pourriez y jouer par vous-même sans les commentaires d'un random qui ne sait pas ce qu'il raconte. C'est horrible, ça fait peur et en vrai j'en fais un peu des caisses. Il y a qu'un seul mannequin, donc on le passe assez facilement pour récupérer... C'est horrible. Et bien que cette mécanique soit très connue, le fameux monstre qui bouge seulement quand on ne le regarde pas, Tarsi ont élevé le truc à un niveau qui n'existe pas. Car le fait que la caméra soit du côté Mario Bros de l'écran fait qu'on les voit tous en même temps et qu'on ne sait pas lequel d'entre eux va bouger. Et puisqu'ici ce n'est pas avec nos yeux qu'on se défend mais avec le petit faisceau de lumière qu'émet notre torche, on chie. Surtout que cette partie ce n'est que de la surenchère. Au début ils sont 1, puis 3, puis 15, puis 0, mais en fait 100, et puis re-1. On peut même rallumer la lumière et donc ça va finalement, non. Parce que les 1, ils sont sur une chaise roulante qu'on doit utiliser pour passer notre chemin. Alors on est obligé d'éteindre la lumière pour créer un monstre et on se sent un peu comme Frankenstein. Car oui, Frankenstein, si vous ne le saviez pas, c'est pas le monstre, c'est le scientifique. 8000 ! Et je vous jure que même après avoir fait le jeu plus de 15 fois sans aucune raison valable, j'ai peur. Surtout lors du chaos final. Sachez que vous venez de vivre le moment qui est selon moi le plus intense de toute la franchise et qui aurait presque pu, à lui seul, faire de ce chapitre le meilleur qui soit. Le problème, c'est que le reste, c'est infiltration basique, monstre très oubliable, surtout après la maîtresse, et récolte d'objets quelconques. Mais pour quand même faire mon taf jusqu'au bout et vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour débattre sur quelle était la meilleure partie d'un jeu auquel vous n'avez jamais joué simplement pour le plaisir de débattre avec des gens qui s'énervent vite, je vais vous révéler le seul autre moment dont on se souvient dans ce chapitre. Après une promenade dans la morgue, on croise le monstre oubliable qui nous bloque le passage. Et il est en train de... Enfin, il fait ses trucs, quoi. Alors, pour avancer, on grimpe dans la pièce d'à côté pour trouver... un patient en vie dans une salle totalement vide. Je pourrais en faire des caisses et vous dire que voir de la vie dans un monde aussi mort, battre à travers un moniteur cardiaque et une ombre en souffrance derrière un rideau, n'est-ce pas là le reflet de Stéréo et Seven dans ce... Non, parce que la vérité c'est qu'on le bute en coupant le courant pour attirer le fou furieux et se barrer comme des lâches. Sauf que puisqu'on est trop con pour rester discret, ils se mettent à nous poursuivre. Et c'est... basique, surtout après la maîtrise. Et là, les plus impatients d'entre vous me diront « Ouais, c'est trop long, il est où ton fameux moment qui me permettra de débattre avec des gens qui s'énervent ?» Bah justement, est-ce que vous vous rappelez du four qui ne sert pas à faire des gâteaux ? Ouais.
Seven en a rien à foutre. 6 sur 10. Les mannequins, c'est incroyable, le reste, je l'ai oublié. Et oui, j'ai compris que l'inflation n'existait que dans ma tête. Bravo, on peut s'applaudir, c'est absolument génial. Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, vous aurez remarqué un pattern très précis dans tous les Little Nightmares qu'on a vus jusque-là. Ils ont exactement la même formule au niveau des chapitres. Le premier sert d'introduction, le second nous confronte à une vraie menace, le troisième c'est un peu une redite du deuxième, qui est souvent mou mais qui a quand même quelques fulgurances, et les deux derniers, un bordel immense qui combine tout ce que les jeux cumulent au cours des 3 premiers chapitres. Que ce soit au niveau du lore, de l'environnement, des mécaniques, ce qui donne ce genre de plan magnifique, de gros qui avancent en chaîne, de gnomes qui se font bouffer, de Little Nightmares qui se font tuer, et de gros qui se font eux aussi tuer. Maintenant, la confidence que je dois vous faire, c'est que quand j'avais fini le 1 à l'époque et que je me préparais à jouer au deuxième, le 2, je me disais que c'était impossible de faire une fin plus folle, plus cinéma que celle du premier, le 1. Et non, j'avais totalement tort, je sais pas ce qu'ils ont bouffé pour faire ce jeu parce que ce 4e chapitre est directement lié au dernier comme dans le premier jeu mais de façon bien plus visible, c'est le plus rafraîchissant. Car si jusqu'ici je répétais que j'adorais les petites balades en ville, bah ce chapitre c'est juste la ville. Et waouh, c'est super ouvert, il y a une très forte pluie, on remarque bien plus le talent dans ces décors simples et pourtant magnifiques et pleins d'histoire. Et puis d'un coup... S'il se jette d'en haut du bas, c'est qu'il s'entraîne au parachute, tout va bien. Cet accueil très froid ne s'arrête pas là, car on croise assez rapidement plein d'adultes accros aux écrans, les accros. Sauf qu'ils ne regardent pas une influenceuse dont je tairai le nom car la vanne était totalement ratée, principalement à cause du rythme. Je vous partage d'ailleurs une nouvelle fois le lien vers mon droit de réponse, mais le gris de l'écran. Ce qui est encore plus flippant qu'à Mumu. En dehors du fait que c'est horrible et absolument magnifique, regardez-moi ce plan bordel de merde, la tour Montparnasse mise en valeur comme jamais, on dirait la montagne de Journey, en un plan j'ai envie d'y aller, de comprendre tout ce qui s'y passe, c'est la partie du jeu dans laquelle il y a le plus d'entraide entre Stereo et Seven. On l'a fait avancer avec un cintre, elle nous rattrape de l'autre côté, nous fait grimper pour atteindre l'échelle, et si vous ne le saviez pas les amis, quand un perso recommence à avoir un peu trop d'importance à l'écran, c'est rarement bon signe. Mais pour le moment, on avance juste dans un bâtiment, et on dirait un peu qu'il va s'écrouler, genre... Non, pourquoi? Non. Non, Seven, pourquoi toi tu mérites pas ce qui t'arrive? C'est la meilleure d'entre nous tous. Seven, dis-moi que tu vas bien, dis-moi que tu vas bien. Bon, bah en fait, ça va. On recommence même à s'entraider pour ouvrir une porte derrière laquelle on trouve une pièce avec un dessin du... Slenderman. Attends, j'ai déjà vu ce dessin. D'ailleurs, dans la pièce d'à côté, Stereo doit à nouveau entrer dans un écran. Donc... Attends, quoi? C'est pas possible, y'a quoi derrière cette porte? Attendez, depuis le début, derrière la porte, c'était... le Slenderman. Il va nous attraper. Mais qu'est-ce que t'es conne, Seven? Bon, voilà. Si dans le premier jeu, le chapitre 4 s'ouvrait sur un plan magnifique et des gros, ici, on a Seven qui se fait kidnapper par le Slenderman. GG. En tout cas, le sentiment d'urgence qu'on ressent à ce moment-là démontre bien une énorme qualité de ces jeux, la narration muette, ou comme les grands sages l'appellent, observe et gamberge. Car on n'a pas eu besoin d'un seul dialogue, d'une seule cinématique pour s'attacher à notre petit duo et comprendre qu'eux aussi sont très attachés entre eux. Alors, sans aucune hésitation, on fonce dans la télé du Slenderman pour... et se retrouver de l'autre côté de la télé. Mais surtout, dans la deuxième partie de ce chapitre, les télés. Ici, on utilise des télévisions comme des portails pour progresser dans la ville, ce qui est déjà très sympa et nous fait découvrir une toute nouvelle mécanique. Sauf que très rapidement après avoir descendu une échelle à l'ancienne, on récupère un objet tout con qui fait évoluer Stereo dans sa forme finale, Dolby Atmos.
cet objet, c'est juste une télécommande. Sauf que quand vous avez le pouvoir de vous téléporter à travers des télévisions allumées, c'est un artefact légendaire, car vous pouvez les éteindre et les allumer pour créer vos propres parcours. Sauf que si un accro est en train de regarder, faut éviter. Toute cette partie est super intéressante niveau gameplay et rend donc très mal en vidéo. Car ça consiste à vous qui me regardez m'amuser à faire en sorte d'attirer les accros pour pouvoir utiliser les télés, quitte à les tuer. Ce qui rend mal en vidéo. Ce qui rend très bien par contre, c'est le plan qui arrive très vite et qui est en réalité le meilleur de toute la franchise, les parachutistes. J'ai même pas envie de commenter. Et je vais donc le faire. Car bordel de merde, mais tout y est. L'horreur, l'ambiance froide, le nouveau focus sur la tour Montparnasse comme la montagne dans Journey, la caméra qui s'éloigne pour se rapprocher seulement à la fin, comme si elle souhaitait simplement qu'on observe ce drame, qu'on comprenne que ce monde va mal, très mal. C'est du cinéma. Et si vous pensez que ce chapitre est terminé... Car après avoir buté tout plein d'accros, on finit par croiser un groupe. Et en faisant un peu de parcours et de téléportation, on se retrouve de l'autre côté du groupe. Alors on allume la télé, éteint l'autre télé, les attire vers la télé pour se téléporter dans la télé et se retrouver derrière vitrine. Ah mais la maîtrise de vie. Non, c'est pas possible. Je vais arrêter les cris 2 secondes et même les gimmicks un peu lourds, comme se faire courser, c'est quand même la base dans un jeu d'horreur. Car là, pour le coup, ça surpasse la tension que j'ai ressentie dans cette école. Et plus précisément dans ce conduit d'aération. Tous ces monstres sans visage qui nous poursuivent à travers un magasin de télé mais qui en ont absolument rien à foutre car on a éteint leur télé. On dirait les claqueurs de The Last of Us 2 et j'adore The Last of Us 2. Sauf que contrairement à The Last of Us 2, on a une téléportail qui nous permet de s'échapper in extremis. Waouh! Et là, normalement, n'importe quel chapitre excellent s'arrête ici. Sauf que non, le meilleur reste à venir. Puisque très rapidement, on trouve une télé dans un bâtiment en ruine. Et là... Non mais en vrai c'est quoi ce monstre incroyable, sérieux, il a tout, il met le jeu au ralenti, il nous course au ralenti, mais en fait il se téléporte, il va plus vite que nous. Il a la dégaine du Slenderman, je suis désolé, il passe au-dessus de la maîtresse. Surtout qu'en descendant dans un train au décor de fond absolument magnifique, Slenderman prend le flow de Michael Jackson avant de nous repoursuivre. Et bordel que c'est intense. On court, on arrive au bout et on détache le train. Quand j'étais petit, je marquais train accident sur YouTube et il y avait des vidéos Japorama de trains accidentés et j'étais terrifié. Ça dégageait un truc qui m'a un peu traumatisé et que je saurais pas expliquer. Mais donc, sans grande surprise, l'un des plans les plus inquiétants du cinéma pour moi, c'est le train en feu qui fonce dans Dernier Train pour Busan. Et donc, sans grande surprise, cette séquence du jeu m'a beaucoup marqué. Voilà. Sauf que c'est pas la fin. Car après qu'on ait croisé l'ombre de Seven qui nous guide vers une échelle, on grimpe l'échelle et on fait face à lui, pour la dernière fois, le Slenderman. Et putain, ça va chier. Ça c'est pour tout le mal que tu m'as fait. Espèce de connard, tu m'as fait parler au ralenti alors que j'ai plus de voix. Tiens, ça c'est pour Seven. Ça c'est pour tout ce que t'as fait. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait tellement de mal. Tiens, crève, espèce de connard, espèce de connard. Donc finalement, Stéréo, qui devient Dolby Atmos, était en réalité Vecna.
13. C'est sincèrement, et je le pense vraiment cette fois, le meilleur chapitre de tous ces jeux. Et c'est même pas fini, car le dernier... Après tout le bordel qu'on vient de vivre, et je parle aussi du premier jeu, le dernier chapitre de Little Nightmares 2 a une responsabilité absolument folle. Conclure le deuxième jeu et faire la transition vers le premier. Car pour rappel, ce jeu est un préquel. Et ça veut dire une chose qui aurait pu me faire détester ce chapitre. L'histoire passe avant le gameplay. Et pourtant... Mamma mia. Il est très court mais tellement différent et plein de révélations qu'il reste très bien en tête. On doit monter au sommet de la tour Montparnasse pour sauver Seven et enfin en finir avec ce monde tordu. Et bordel que c'est beau. Surtout quand, comme moi, vous adorez vous la péter et faire chier le monde en ayant comme couleur préférée le violet, et bah bien que ce soit rose, ça fait quelque chose au cerveau. Pour monter, on doit suivre la musique préférée de Seven à travers des portes, puis des escaliers, puis des portes, puis des escaliers, puis encore des portes et encore des escaliers, et enfin, la boîte à musique. Et... Oh mon Dieu! Ah non, c'est Seven. La voir dans un état aussi catastrophique qui nous fait comprendre que ça fait des années qu'elle est ici, ça ne laisse pas indifférent. Surtout que la pauvre fille a comme seul réconfort sa fameuse boîte à musique qu'elle avait aussi chez le chasseur. Et nous, on veut l'aider à aller mieux. Alors on commence d'abord par la manipuler en l'attirant avec des mots qu'elle connaît très bien. Cette pauvre naïve s'approche donc, pleine de confiance, et nous, on en profite pour prendre le marteau explosif. Je crois qu'elle n'est pas contente. Ce qui fait qu'on veut encore plus la soigner. Alors on la manipule d'un côté, puis de l'autre, et on réexplose. Et on recommence. On la manipule d'un côté, puis de l'autre, puis on explose. Et encore manipulation, 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 explose. Et voilà, on a guéri Seven qui a l'air de vouloir nous remercier. Mais pas le temps pour les amourettes car les se mettent à nous poursuivre. Alors, on court, on saute, on grimpe et on arrive au dernier obstacle, le dernier pont qui est en train de se détruire. Seven réussit à s'extirper et dans une scène absolument magnifique se place pour nous sauver une dernière fois. Vous voyez ce qu'on ressent à ce moment-là, ça montre toute la merveillosité de ces jeux. Pas un mot, pas une lettre, pas une cinématique, et putain que j'ai mal. J'ai beau ne pas comprendre clairement ce qui se passe, je ressens toute l'ampleur de ce qui vient de se passer. Et oui, c'est sûr que ça s'explique très bien avec des théories, et blablabla. Mais la vérité c'est que je déteste m'intéresser au lore d'un jeu en dehors du jeu. J'aime comprendre ou ne pas comprendre ce que moi je comprends. Et dans ce cas-là, sans comprendre grand-chose, je ne sais qu'une chose à ce moment-là, c'est que putain... j'ai mal. Et je vais carrément dépasser toutes les limites et dire qu'il y a très peu de jeux aussi bien écrits que Little Nightmares 2, qui savent autant toucher le joueur sans en faire des caisses. Surtout que c'est même pas la scène finale, car après un écran noir très douloureux, Stéréo se déplace au milieu des... Il finit par trouver une chaise, s'y assoit, et tout s'arrête. D'ici, le temps commence à passer et comme Seven, il se met à grandir. Encore
encore et encore. Jusqu'à atteindre une forme qui nous fait réaliser tellement de trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens adorent en faire des caisses avec des jeux qui font passer l'histoire avant tout. Laissez-moi en faire des caisses en disant que c'est l'une des plus grandes fins que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Et ouais, mais non, Little Nightmares, ça fait pas puriste, il y a Gaigas dans Dungeons, j'en ai rien à foutre. Tout ce qu'on a vécu dans les deux jeux converge ici, dans cette salle, sur cette chaise, derrière cette porte, de la façon la plus brillante qui soit. Tout fait sens sans en faire. Et je ne vais faire aucune théorie, car j'en ai rien à foutre, mais je vais quand même finir sur ce que les gens assez fous pour avoir regardé la vidéo jusque-là attendent. Donc finalement, Mono, qui en vérité s'appelle Stéréo, et qui seulement à la fin révèle ses pouvoirs lors du combat contre le Slenderman qui font de lui Vecna, et bah au final c'était lui le Slenderman. Et ça remet absolument tout en question, observe et gamberge, les frissons sont là, la raison de vivre, ce truc de putain mais en fait c'est ça la vie, c'est de découvrir des trucs et de ressentir des trucs incroyables, je kiffe, j'adore. 100 même, 1 million, c'est la conclusion parfaite. Et si je me demandais comment on pouvait mieux faire que le 1 quand je l'avais fini, bah là j'étais certain qu'on ne ferait jamais mieux que le 2. Et oui. Ok, faut que je vous avoue le truc le plus controversé de l'histoire de ma chaîne. Je ne vais pas faire un chapitre par chapitre classique avec ce jeu. Vous pouvez crier, pleurer, courir et blablabla. Mais laissez-moi quand même développer une thèse qui va vous permettre de comprendre pourquoi c'est juste impossible de le faire. Est-ce que vous avez déjà fini le mode campagne de Modern Warfare 2? Ok, maintenant, est-ce que vous avez déjà joué à la mission bonus de Modern Warfare 2? Oui, je parle bien du musée. Cet endroit étrange où tous les personnages, toutes les armes, tous les véhicules, tout ce qui compose ce jeu au final sont exposés comme des pièces individuelles à contempler. Il n'y a plus aucune cohérence entre tous ces éléments qui pourtant jadis, placés d'une certaine façon dans un certain ordre, formaient un jeu qui racontait bien quelque chose. Ce qui fait qu'on passe juste d'une toile à l'autre en se disant « Tiens, c'est stylé ça ». Et ben Little Nightmares 3, sorti le 10 octobre 2025, c'est un peu le musée de Modern Warfare 2. Il y a tous les éléments qui font un Little Nightmares, des monstres plus ou moins intéressants, des lieux iconiques, des plans absolument magnifiques, des personnages étranges, une histoire cryptique, sauf que comme dans ce musée, ils sont placés ici et là, et on les traverse juste en se disant « Tiens, c'est stylé ça ». Et si là vous êtes en train de vous dire « Ouais, t'as trop changé, on veut voir les chapitres, depuis quand tu fais le poète, en plus t'es... » Bah, j'ai dit qu'on n'allait pas faire un chapitre par chapitre classique, mais j'ai pas dit qu'on n'allait pas faire un chapitre par chapitre. En gros, je vais juste essayer de vous faire vivre mon expérience de ces 4 chapitres qui forment Little Nightmares 3 pour comprendre précisément à quel moment j'ai commencé à me dire que ce serait du génie de comparer ça à la mission bonus de Modern Warfare 2. Et je le jure que j'ai fait le jeu plusieurs fois avec toute la plus bonne volonté du monde. Alors tous les petits cons là qui vont venir me dire tu suis juste la vie générale, que je fais des tapis, ouais, de toute façon tu racontes des choses. C'est pas vous qui vous êtes tapé le jeu plus de 15 fois pour en arriver à une thèse qui au final ne raconte pas. Ça commence une nouvelle fois par une cinématique étrange. On voit un miroir, et on fait un miroir, on rapproche pas, et on se réveille en sursaut près de notre pote à la compote. Parce que oui, la grande nouveauté absolument folle de ce jeu, c'est qu'il peut se faire en multijoueur. Et je l'ai quand même fait en solo, car... J'ai pas d'amis. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à Le premier chapitre n'a rien qui nous met vraiment la puce à l'oreille, c'est même tout l'inverse. C'est un premier chapitre à peu près normal, un désert magnifique avec des choses très cheloues. On découvre les nouvelles mécaniques, les nouveaux équipements, on apprend à connaître notre pote à la compote, et aussi les personnages d'ailleurs, puisque ce sont de petits nouveaux, une fille et un garçon. C'est franchement très sympa sans casser 3 pattes à un connard. En plus le monstre de la zone est super méga ultra stylé. Mais donc là, les problèmes sont encore assez invisibles parce que justement, on est sur une intro. Donc les parcours un peu trop présents et répétitifs, les rencontres un peu trop scriptées avec le monstre et le manque de vraies nouveautés en dehors du mode multijoueur et de micro-mécanique, on se dit que c'est pardonné. Même s'il y a quand même un petit truc sur le moment qui m'a fait me dire... Après que le monstre nous a agressés violemment, il y a une cinématique qui se lance pour nous raconter l'histoire. On y voit le garçon dans un institut qui se fait surveiller et je déteste ça. Parce que dans les autres jeux, les scènes qui racontent l'histoire, on les vivait en direct live. On était même acteur avec la fonce dalle de Seven et les écrans de stéréo. Là, on voit juste le garçon qui fait des trucs et ça m'emballe pas autant que Seven qui tape dans un rat. Mais c'est pas grave, parce que pour le moment c'est très joli, le monstre a un design de fou furieux et on termine le chapitre en douceur avec un parapluie qui nous permet d'atterrir près du miroir qui nous téléporte à la zone suivante. Et oui, le bot est très con.
Si là vous vous dites ouais, en fait tu refais juste les quoi chapitres ça par chapitre mais il y a juste pas les notes. Et messieurs, calmez-vous. C'est là que la Zumba commence. Car imaginez, je vous dis, une usine à bonbons dans un Little Nightmares. Oui, c'est la meilleure idée du monde. Et j'y suis allé avec toute la plus grande hype qui existe et j'étais tout nu. Surtout que ça commençait super bien avec un plan magnifique où on voit toutes ces pauvres victimes d'un système capitaliste prêt à vous drainer jusqu'à l'os. Et puis directement après, on croise la silhouette de celle qui gère le système capitaliste. Puis on la croise directement dans son bureau. Et c'est une femme araignée qui roule. Après 37 morts incompréhensibles, on fait des parcours basiques. On la recroise pour un nouveau cache-cache, puis parcours basique. Ensuite, on a un plan magnifique avec des gens qui ont l'air très heureux. Ensuite, un autre plan magnifique qui montre la productivité exceptionnelle de cette usine dont je devrais m'inspirer. Ensuite, on récupère des fusibles. Et là, on croise un monsieur qui travaille. Et c'est le moment où on sent qu'un truc va enfin se passer puisqu'on doit récupérer le fusible qui alimente la zone. Je le sentais que ça allait péter, j'ai récupéré le fusible et... il est mort. Parcours, on se refait poursuivre, parcours, repoursuite, reparcours, repoursuite, on tue la femme araignée dans un pressoir et... fin. J'ai vraiment vécu le chapitre comme ça et me suis très vite rhabillé en posant un constat très précis. Je cite « Il pue sa mère ce chapitre, c'est quoi cette merde ?» Et si sur le moment je me suis un peu emporté, ces mots peuvent se définir dans une phrase bien plus précise et élégante. Il se passe rien. On a bien de beaux décors, un très bon thème, un monstre... Bon, l'araignée sur roulette, c'est pas mon délire, mais quand même un monstre qui est là. Et pourtant, on ne ressent rien. Et plutôt que de tergiverser longtemps pour expliquer ce sentiment, je vous propose, du haut de mon brevet des collèges ratés, une comparaison avec un chapitre qui a exactement les mêmes éléments et qui est pourtant un chef-d'œuvre de chapitre, l'école. On a la figure d'autorité, le système catastrophique et les gens qui en souffrent. Sauf que dans l'école, on touche à tout ce bordel en même temps. On traverse directement les salles saccagées et les pièces aux horribles fonctions. On fait face à ces connards d'élèves que cette même école a bousillés. Et ensuite, on entame une histoire d'amour avec la maîtresse qui orchestre tout ce bordel. Il y a un truc qui se raconte entre les scènes et les éléments, une mise en scène, un sens du cinéma qui fait que oh mon Dieu! Alors que dans l'usine, on a juste l'araignée qui nous poursuit parfois. Le reste, on le contemple juste de loin, avec de beaux plans. Ou pire, des scènes qui nous font croire qu'un truc va se passer, et en fait non, comme le travailleur triste qui meurt juste une fois qu'on éteint le courant. Ce qui nous permet d'assez nous ennuyer pour réaliser un problème bien moins philosophique, il y a un très gros souci au niveau du gameplay. Puisqu'on ne croise rien ni personne en dehors de la directrice qui fait que nous poursuivre, un truc qu'on connaît déjà un peu trop bien, on se tape une tonne de parcours répétitifs sans aucune innovation qui donne envie de se remettre tout nu, mais pas pour les bonnes raisons. Ce qui est un souci au niveau du gameplay. Les scènes avec la directrice, c'est pas mieux, parce que là c'est carrément des soucis de game design qui nous forcent à mourir pour comprendre ce qu'il faut faire. Genre la rencontre avec cette connarde d'araignée. On arrive dans la salle et on la voit faire sa live. N'importe qui a joué à Little Nightmares se dit ok, c'est le moment de faire des trucs. Alors on fait des trucs, et c'est au bout de la 52e mort qu'on comprend qu'il fallait juste pas faire des trucs. Ce qui est un souci de game design. Les poursuites qui représentent 90% du chapitre, c'est encore plus du grand n'importe quoi puisqu'on fait des trucs qui marchent pas la première fois, mais ensuite si parce que... Et si vous combinez ça à des checkpoints dégueulasses, on se retrouve avec des scènes qui poussent carrément le bot à se moquer de moi quand je crois en mon instinct de gamer. Tu vas où? Tout ça fait un bien joli cocktail de choses qui m'ont amené à finir le chapitre avec des mots que je ne peux pas prononcer pour garder la monétisation, mais surtout en ne ressentant rien à la mort de cette araignée. Là où même pour le fou furieux de l'hôpital, j'étais touché. Mais tout ça c'est pas très grave parce qu'à la fin, le chapitre est encore une fois balayé à tout jamais par le fameux miroir qui nous amène à la fête foraine. Et attends, qu'est-ce que je foutais déjà dans cette usine? Pourquoi il y avait un désert au début? Et qu'est-ce que je fous ici maintenant? Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec la seule cinématique qu'on a vue? Et c'est là précisément que le vrai problème du jeu commence à se ressentir très fort. J'ai aucune idée d'où on va alors qu'on est à l'avant-dernier chapitre. J'ai juste eu l'impression d'enchaîner des lieux aucunement liés et qui servent juste de prétexte pour faire bouh! Surtout que la fête foraine, qui est le chapitre le plus long du jeu, c'est une version un peu améliorée de l'usine à bonbons, mais qui garde les mêmes défauts de rythme, de gameplay, de mise en scène et de espace air pendant toute la première moitié qui dure 1 heure. C'est vraiment une exploration d'abord chez un antiquaire où c'est très joli, mais il ne se passe rien. Puis dans une fête foraine absolument magnifique, et c'est vraiment très beau, mais il ne se passe rien. On croise juste les gros qui s'amusent à faire des choses pas très bien et on se tape avec des marionnettes qui rappellent un peu trop des ennemis qu'on a déjà vus. Rien de nouveau, rien qui ne se passe en dehors de magnifiques décors et scènes dont on est seulement spectateur. Au point où le pote à la compote s'est carrément mis à parler. Il s'est rien passé. C'est une blague? Il y a eu aucun fight, ils ont mis tout leur budget dans les décors, ils voulaient juste qu'on regarde.
Cependant, je vais pas mentir, la deuxième partie avec Funtime Freddy, ce mec chelou qui a cette poupée chelou en guise de main et qui est le boss de la zone, est vraiment pas mal. Son design est incroyable et c'est le seul moment du jeu où j'ai eu l'impression de jouer à un Little Nightmares et de vraiment détester un monstre. Regardez-moi comment ce connard se déplace. Il nous amène aux seules parties du jeu où le multijoueur a un vrai intérêt, enfin j'imagine. On est séparés du pote à la compote et chacun doit se débrouiller pour s'en sortir tout en s'aidant. Et c'est triste que ce soit le seul moment comme ça. Les décors sont sublimes et donnent une vraie personnalité au monstre. Il y a de vraies idées de mise en scène qui font état du diable que c'est. Du bon vieux observe et gamberge pour capter le délire du truc qui manquait cruellement. Et une course-poursuite finale vraiment bien foutue et qui innove un peu la façon de se faire courser dans un jeu d'horreur. Mais l'énorme problème, c'est que déjà, c'est qu'une partie du chapitre qui est marrante. Et puis, c'est l'avant-dernier chapitre. L'avant-dernier chapitre. L'avant-dernier chapitre. Celui où on devrait commencer à comprendre un peu ce qu'on foutait ici, tout en commençant à voir où on va. Et non. C'est encore une partie qui se fait taire à tout jamais, cette fois par une montgolfière, et qui, en dehors de « tiens, c'est stylé ça », ne m'a donné aucune raison de m'impliquer dans ce jeu. Ce qui est un problème, puisqu'on est déjà à la dernière partie, l'Institut. Et c'est là que c'est triste. Parce que quand un jeu vous trahit plusieurs fois en vous faisant croire qu'il va quelque part, mais en fait non, l'implication n'y est plus. Et je vais pas mentir, c'est peut-être le meilleur chapitre de ce jeu. Peut-être même un bon chapitre de Little Nightmares tout court, puisqu'on retrouve une tension, un silence, une vraie montée autour d'un monstre très inattendu, parce que oui, ça, c'est son pied. Et même enfin, une nouvelle mécanique qui est vraiment intéressante. Car oui, un parapluie c'est drôle, mais une poupée qui renvoie dans le passé tout ce qui est autour d'elle et qui par conséquent vous permet de progresser dans un institut totalement détruit et ravagé par de la moisissure FNAF 3 tout en voyant ce à quoi ça ressemblait dans le passé, c'est une idée brillante. Le souci, c'est que je ne ressentais plus rien à ce moment-là. J'étais vide. Et je voyais que c'était stylé, qu'on retrouvait du bon Little Nightmares, mais j'avais plus rien envie de ressentir avec ce jeu. Car n'étant pas si con que ça, je voyais bien qu'on était dans le lieu de la cinématique du début. Et que ça, là, ça voulait dire que tout ce qu'il y a eu entre cette cinématique et le moment où je me déplace ici n'a servi à rien. Alors, j'avançais en silence, triste, frustré, mais aussi en colère. Et je pense que le pote à la compote l'avait bien senti, puisqu'il m'a arrêté pour me raconter une blague. C'est l'histoire d'un mec qui... Sauf que lui, il a mis non, il retombait la glace et elle se met à parler, sauf que la femme, elle dansait. Et il s'arrache la jambe, il regarde l'heure, partout, du sang, des femmes qui pleurent et blablabla. Il se passe des trucs intéressants par la suite. On se fait courser par le pied qui est devenu une main, puis par la main qui est devenue une tête, puis par la tête, la main et le pied qui sont devenus un monstre. On le tue dans un chaos total, les gens y couraient, gros, c'était des barres, et une cinématique qui tente de surfer sur mon amour passé autour de cette franchise se lance. Le garçon prend le miroir en forçant la fille à le suivre, elle est rejetée, et elle meurt. Et c'est de ça que je parle quand je dis que c'est triste. Parce qu'en ayant vu cette fin, je sentais très bien que si le jeu m'avait donné une raison de voir ce que je vois en dehors d'une vulgaire cinématique au tout début du jeu, le aurait pu être là. Malheureusement, il m'a laissé finir sur des mots bien plus fins et ordonnés que ceux que j'ai pu avoir dans l'usine. Putain, c'était vraiment amusé. MDR. Et je pense que plutôt que de marteler une analogie certes absolument géniale, parce que sortir la mission bonus de Modern Warfare 2, ma race, il est temps de révéler un truc dont j'ai pas parlé avant parce que je ne suis pas un opportuniste. Tarsier n'a pas fait ce jeu. Il comptait s'arrêter au deuxième, mais quand le deuxième c'est ça rapporte beaucoup de moula. Beaucoup de moula implique capitalisation, et capitalisation implique, ok, alors c'est eux qui vont le faire ce troisième jeu. Et même si je n'aime pas dire des choses qui simplifient la tâche comme « c'est parce que c'est pas Tarsier que ça pue, Tarsier, après Tarsier est parti... » Faut reconnaître que tout le long, il y a cette très forte impression de « c'est Little Nightmares, mais c'est pas Little Nightmares ». Et si ça pourrait me donner une raison de cracher sur ce jeu, en vrai, tant mieux qu'il existe. Car quand on n'a fait aucune étude en jeu vidéo et qu'on n'y comprend pas grand chose, on peut pas forcément formuler pourquoi on aime, voire même adore un jeu. Et ce troisième jeu, qui pour le coup n'est pas aussi horrible que certains veulent le faire croire, qui peut même parfois être plutôt sympa, m'a fait réaliser que cet amour que je porte aux deux premiers jeux tient un truc qui relie tous les monstres, les personnages, les histoires, les lieux qu'on traverse et finalement tout ce qui fait Little Nightmares en surface. Une trajectoire. Cette trajectoire qui fait qu'on s'attache à ce qu'on voit et à ce qu'on vit, à chaque lieu, chaque monstre, chaque personnage, à la dalle de Seven qui revient constamment et ce lieu qui devient toujours plus étrange dans le 1, à cette relation fragile qui se crée et se détruit complètement tout au long du 2. Cette trajectoire que je ne pouvais pas vraiment voir avant de jouer au troisième et qui était peut-être finalement la raison qui me faisait relancer ces jeux sans que je ne sache pourquoi. Cette trajectoire qui sépare tout simplement la visite du musée d'un voyage. En juin 2007, au grand étonnement des plus grands économistes mondiaux, vous annonciez seul et contre tous la future crise financière des subprimes, avec cette déclaration laconique mais prophétique « Dans un mois, ça va péter ».